Pour le 80e anniversaire de mon grand-père, j'étais la seule à être venue, tenant un petit gâteau. Mes parents, mon frère et ma sœur avaient préféré la soirée d'inauguration du bar d'un ami. En partant, ma mère avait dit, ce n'est que l'anniversaire d'un vieil homme malade. Qu'y a-t-il de si spécial? Le lendemain même. Je suis Clara Duval, et voici l'histoire du 81e anniversaire de mon grand-père. Un anniversaire avec seulement 2 personnes, mais qui a changé toute notre famille. Dans une maison de banlieue tranquille près de Lyon, alors que le reste de la famille avait choisi un bar, j'ai été la seule à lui apporter un gâteau. Et le lendemain matin, tout a basculé. Papy Henri était assis dans son fauteuil usé, souriant en me voyant, mais ses mains tremblaient alors qu'il essayait de couper la première part. Sur la table d'appoint, juste à côté de son café, se trouvaient les flacons de médicaments pour la tension et le cœur, un rappel silencieux qu'il n'allait pas très bien. Personne d'autre n'est venu. Ni mon père, ni ma belle-mère, Sophie, ni mon jeune frère, Théo, pas même tante Béatrice. Ils étaient tous à l'inauguration du nouveau bar d'un ami de Sophie en centre-ville. Quand j'ai appelé pour le leur rappeler, Sophie a répondu, riant en arrière-plan avec la musique à fond. Ce n'est que l'anniversaire d'un vieil homme, et il ne se sent pas bien de toute façon, a-t-elle dit. Quelle importance? Nous sommes occupés ici. Théo a crié quelque chose à propos de boissons gratuites, et l'appel s'est terminé. J'ai raccroché, rangé le téléphone et me suis assise à côté de Papy Henri. Il m'a regardé avec des yeux doux. Merci d'être venue, Clara. Ta présence signifie tout pour moi. Nous avons allumé les bougies ensemble, et il les a soufflées d'un faible souffle. La pièce était silencieuse, juste nous deux partageant ce petit gâteau. Il ne savait pas ce que Sophie avait dit, et je ne le lui ai pas dit. Le lendemain, tout a changé. Si vous vous êtes déjà senti ignoré par votre propre famille ou si vous avez été la seule personne à vous présenter pour quelqu'un qui avait besoin de vous, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Merci de votre écoute. Le lendemain a commencé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Les notifications d'Instagram et de Facebook s'accumulaient, chacune me ramenant à la nuit précédente. Je les ai ouvertes quand même. Papa avait posté une photo de groupe de l'inauguration du bar, lui, Sophie, Théo et tante Béatrice, tous souriant sous les néons, les verres levés. La légende disait, super soirée en famille au nouvel endroit. À de nouveaux départs. Sophie l'a reposté avec des émojis cœurs supplémentaires et a identifié la moitié de ses amis. La meilleure soirée entre filles devenue une soirée en famille. Nous vivons notre meilleure vie. La story de Théo était une courte vidéo au ralenti de lui en train de danser, avec la légende « Mode fête activée ». Tante Béatrice a commenté sous le post de Sophie « J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. La prochaine fois. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les images deviennent floues. Ils avaient l'air heureux, insouciants, comme si l'anniversaire que j'avais passé seul avec Papy Henri n'avait jamais eu lieu. Aucune mention de lui, aucune culpabilité, juste des lumières, de la musique et une autre soirée parfaite. J'avais toujours su que j'étais celle qui était mise de côté. Quand j'ai eu 16 ans, papa avait promis un dîner de famille au restaurant de grillade du centre-ville. Ce matin-là, Sophie a annoncé qu'elle emmenait plutôt Théo voir le nouveau film de super-héros. Il attend ça depuis des semaines, a-t-elle dit, comme si mon anniversaire ne comptait pas. Papa a haussé les épaules et a suivi. J'ai fini par manger une pizza à emporter seul pendant que Papy Henri venait avec un petit cadeau et s'asseyait avec moi jusqu'à tard. Sophie s'assurait toujours que Théo ait les nouvelles baskets de chaque saison, la place avant dans la voiture, l'argent de poche supplémentaire. J'ai appris très tôt à ne plus rien demander. Mais voir ses publications le matin après l'anniversaire de grand-père était différent, plus blessant. Ils n'avaient pas seulement manqué une journée, ils avaient choisi une fête plutôt que lui sans une seconde pensée. Et j'étais la seule à l'avoir remarqué. J'ai attrapé mes clés et je suis allé directement chez grand-père. Le trajet de 20 minutes à travers les banlieues tranquilles de Lyon m'a semblé plus long que d'habitude. Quand je suis entré, il était assis à la table de la cuisine avec une pile de courriers non ouverts. Une enveloppe a attiré mon attention, un avis de retard de la compagnie d'électricité pour la facture. Le cachet rouge, en retard, ressortait. Les mains de grand-père tremblaient légèrement alors qu'il la mettait de côté. « Clara, tu es en avance, » dit-il en souriant faiblement. « Je pensais que tu avais des cours. »
Je les ai séchés. Je voulais voir comment tu allais. Il a hoché la tête, sans discuter. Nous nous sommes assis ensemble pendant que je préparais du thé. Il a mentionné en passant que les enfants étaient occupés avec leur propre vie, le travail, les amis, tout ce qui les tenait éloignés. Ils ont beaucoup à faire, dit-il doucement. Je comprends. Je n'ai pas insisté. Au lieu de cela, j'ai commencé à venir plus souvent, 3, parfois 4 fois par semaine. Je cuisinais des soupes simples qu'il pouvait manger sans trop d'efforts, j'essuyais les comptoirs, je l'aidais à marcher lentement dans le quartier quand le froid n'était pas trop vif. À chaque visite, je remarquais de petites choses, la façon dont il se déplaçait plus lentement, la façon dont il oubliait parfois de prendre ses pilules jusqu'à ce que je le lui rappelle, la façon dont la maison semblait plus froide parce que le chauffage était baissé pour économiser de l'argent. Un après-midi, alors que je pliais le linge dans le salon, il m'a observé pendant un long moment. « Tu es la seule qui vient encore, Clara, dit-il doucement. La seule qui prend le temps. » J'ai fait une pause, une serviette dans les mains. « Je ne vais nulle part, papy. » Il a baissé les yeux sur ses genoux, puis m'a regardé. « Je veux faire quelque chose pour toi. Quelque chose de réel, avant qu'il ne soit trop tard. » Mon cœur s'est serré. J'ai posé la serviette. « Peut-être devrions-nous regarder tes papiers. S'assurer que tout est en ordre comme tu le souhaites. » Il a réfléchi une seconde, puis a hoché la tête. « Oui, faisons ça. » J'ai sorti mon téléphone et cherché Maître Julien Fournier, l'avocat que grand-père avait utilisé des années auparavant pour son testament. J'ai appelé et pris rendez-vous pour la semaine suivante. Grand-père m'a observé tout le temps, un petit sourire reconnaissant sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui comptait. Pas seulement être présente, mais protéger ce qui restait de la seule famille qui m'ait jamais vraiment vue. Quelques jours plus tard, je suis arrivé chez Papy Henri plus tôt que d'habitude. Pendant qu'il se reposait dans son fauteuil, j'ai ouvert doucement le vieux tiroir en bois dans le meuble du couloir où il gardait les papiers importants. C'était le même tiroir qu'il avait montré une fois en parlant de son testament des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers étiquetés d'une écriture soignée, affaire Didier, maison Béatrice, médicale. J'ai sorti le premier. Un contrat de prêt datant de 8 ans montrait que grand-père avait prêté 45 000 € à papa pour démarrer une petite entreprise de construction. L'entreprise a fait faillite après 2 ans et le prêt n'a jamais été entièrement remboursé. Une autre feuille listait les paiements que grand-père avait fait malgré tout, mois après mois. Dans le dossier, Béatrice, j'ai trouvé des factures pour des réparations de toiture après une grosse tempête 6 ans auparavant, 25 000 € que grand-père avait couverts sans hésitation. Il y en avait d'autres, des quotes-parts d'hôpital, des réparations de voitures, même un acompte pour la première maison de Béatrice. Chacun était signé de l'écriture soignée de grand-père. J'ai apporté les dossiers dans le salon. Grand-père a levé les yeux de son livre, surpris. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Clara ?» Je me suis assise à côté de lui et j'ai posé les papiers sur la table basse. « Ce sont les choses que tu as faites pour papa et tante Béatrice. Les prêts, les réparations, l'aide. Je les ai trouvés en cherchant tes documents actuels. » Il a ajusté ses lunettes et a parcouru la première page. « Oui, c'est vrai. J'ai prêté l'argent à ton père pour qu'il puisse commencer. Je pensais que ça l'aiderait à construire quelque chose de solide. Et le toit de Béatrice. La tempête en a emporté la moitié. Je ne pouvais pas la laisser vivre avec des fuites. » Il a soupiré, posant doucement les papiers. « Je les ai aidés parce que c'étaient mes enfants. C'est ce que font les parents. Mais ils ne viennent plus beaucoup maintenant. Peut-être qu'ils ont honte. Ou peut-être qu'ils se sont juste habitués à ce que je sois là quand ils avaient besoin de quelque chose. » J'ai senti un nœud dans mon estomac. « Papy, tu leur as tant donné. Et maintenant, les factures de médecins s'accumulent aussi, n'est-ce pas ?» Il a hoché la tête lentement. « Les médicaments pour le cœur coûtent cher. Les pilules pour la tension aussi. J'ai sauté quelques doses pour faire durer les ordonnances. Le médecin dit que je dois continuer à les prendre, mais, il s'est interrompu, regardant par la fenêtre la cour couverte de neige. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix plus basse mais ferme. « Clara, j'ai vu comment il te traite depuis que tu es petite. Sophie a toujours fait passer Théo en premier, les nouvelles chaussures, la place avant, l'argent de poche supplémentaire.
Tes fêtes d'anniversaire étaient oubliées alors que Théo obtenait tout ce qu'il voulait. Même quand tu avais besoin d'aide pour tes dossiers d'inscription à l'université, il disait que tu pouvais te débrouiller seul. Et moi? Ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'argent ou de faveur. Ils ne demandent pas comment je vais. Ils ne viennent que s'il y a quelque chose à y gagner. Ces mots sortaient plus vite maintenant, comme quelque chose qu'il avait gardé en lui pendant des années. Je vois tout, même si je ne dis pas grand-chose. Tu es celle qui est là. Tu es celle qui apporte de la nourriture, qui s'assoit et écoute, qui ne se plaint pas quand j'oublie des choses. Ils ont pris, et maintenant ils nous laissent tous les deux de côté. Je ne laisserai pas cela continuer. J'ai dégluti difficilement. Papy. Il a levé la main. Non, j'ai décidé. Je veux m'assurer que ce qu'il me reste aille à la personne qui l'a mérité. La personne qui a été là quand personne d'autre ne l'était. C'est toi, Clara. Je veux tout arranger pour que personne ne puisse te l'enlever ou se battre pour ça plus tard. Ses yeux étaient clairs, déterminés. Nous devons parler à l'avocat. Rendre cela officiel, protégé. Pour que ce soit à toi, et seulement à toi. J'ai hoché la tête, surprise de la fermeté de son ton. Nous pouvons le faire. J'appellerai maître Julien Fournier. C'est celui que tu as utilisé auparavant. Grand-père a accepté tout de suite. Oui. Appelle-le. Faisons-le avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils ont perdu. Le reste de l'après-midi s'est déroulé tranquillement. Je l'ai aidé à organiser les dossiers, j'ai pris des notes sur ce dont nous aurions besoin. Quand je suis parti, il est resté à la porte plus longtemps que d'habitude, me regardant m'éloigner en voiture. La semaine suivante est arrivée rapidement. J'ai pris papy dans ma voiture, et nous sommes allés au bureau de maître Julien Fournier en centre-ville. Le bâtiment était simple, professionnel, du bois sombre, des chaises en cuir, des étagères de livres de droit. Maître Fournier nous a accueillis chaleureusement. Il connaissait papy depuis les débuts de la planification de sa succession. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence. Maître Fournier a étalé le testament actuel et a écouté papy expliquer les changements qu'il voulait. Maître Julien Fournier écouta attentivement pendant que papy parlait. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du crissement de son stylo sur le bloc-notes. « Je veux une fiducie irrévocable », dit papy. La maison en banlieue, le chalet au bord du lac d'Annecy, et le compte d'épargne, environ 180 000 €. Tout cela pour Clara, protégée pour que personne d'autre ne puisse y toucher. Maître Fournier arrêta d'écrire une seconde. La maison est évaluée à environ 315 000 €. Le chalet, autour de 110 000 €. Les économies sont liquides. L'unique bénéficiaire est Clara. Aucune part pour Didier ou Béatrice? Oui, répondit papy. Pas de condition, juste Clara. Maître Fournier se pencha en arrière. C'est permanent. Irrévocable signifie qu'une fois financé, on ne peut pas facilement revenir en arrière. Vos enfants n'auraient aucun droit légal. En êtes-vous sûr? Papy le regarda droit dans les yeux. Je leur ai tout donné. De l'argent quand ils en demandaient, du soutien quand ils en avaient besoin. Ils l'ont pris et sont partis. Clara est celle qui est restée. Elle est ici chaque semaine. C'est elle qui le mérite. Maître Fournier hocha la tête lentement. Compris. Nous allons le structurer avec des garanties, des distributions pour l'éducation, les soins médicaux ou le logement jusqu'à ses 35 ans, puis le contrôle total. Des clauses de non-ingérence familiale. Ce sera blindé. Nous avons examiné les détails ligne par ligne. Maître Fournier a expliqué le processus de financement, le transfert des titres de propriété et des titres de compte au nom de la fiducie. Papy a signé chaque page d'une main ferme. J'ai signé en tant que témoin lorsque c'était nécessaire. Maître Fournier nous a assuré que les documents finaux seraient prêts dans quelques semaines, après authentification et enregistrement. Alors que nous nous levions pour partir, papy s'arrêta. Merci, Julien. J'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Maître Fournier sourit. C'est votre décision, monsieur Carter. Je m'occuperai du dépôt rapidement. Dans la voiture sur le chemin du retour, papy regardait les maisons qui défilaient. Je me sens plus léger, dit-il doucement, comme si j'avais enfin réglé ce qui compte. Je l'ai regardé. Tu l'as fait.
Tu as pris soin de toi et de moi. Il a tendu la main et m'a tapoté le bras. Tu as pris soin de moi d'abord. Les quelques semaines suivantes furent calmes. Je continuais à venir tous les 2 ou 3 jours. Papy parlait davantage du chalet qu'il n'avait pas visité depuis des années, du jardin qu'il avait l'habitude de cultiver. Les documents de la fiducie sont arrivés par la poste, une enveloppe épaisse avec des timbres officiels. Il les a examinés un soir pendant que je préparais le dîner. Il a signé les dernières pages, et je les ai ramenées au bureau de Maître Fournier pour le dépôt final. Tout était fait. La maison, le chalet, les économies, tout était protégé dans la fiducie à mon nom. Papy ne pouvait pas changer d'avis même s'il le voulait, mais il n'a jamais mentionné le regretter. Puis les lettres sont parties. Maître Fournier a envoyé des notifications officielles à papa et à tante Béatrice, les informant des modifications apportées au plan de succession. Pas de détails, juste le fait qu'il n'était plus bénéficiaire. Une semaine plus tard, les appels ont commencé. Papa d'abord, puis Sophie, puis tante Béatrice. Ils n'ont pas demandé comment papy allait. Ils ont demandé pourquoi. Et puis ils ont dit qu'ils venaient. Je savais ce qui allait suivre. Ils sont arrivés tous en même temps un samedi après-midi, les voitures se garant en succession rapide devant la maison de papy Henri. Le véhicule utilitaire sport de papa en premier, Sophie sur le siège passager, Théo à l'arrière. La berline de tante Béatrice s'est garée juste derrière. Je les ai regardés par la fenêtre descendre, les visages fermés, sans sourire. Papy était dans son fauteuil quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Ils sont entrés sans attendre d'invitation. Papa en tête, Sophie juste derrière, Théo mal à l'aise, tante Béatrice croisant les bras. Papa a parlé le premier, la voix basse mais sèche. Nous avons reçu la lettre de l'avocat. Qu'est-ce qui se passe, papa? Papy n'a pas bougé de son fauteuil. Il les a juste regardés, calme. Je me tenais à côté de lui. Sophie s'est avancée. C'est ridicule. Tu ne peux pas nous exclure comme ça. J'ai répondu avant que papy ne le puisse. Il ne vous a pas exclu. Vous vous êtes exclu vous-même le jour où vous avez choisi une inauguration de bar plutôt que son anniversaire. La mâchoire de papa s'est crispée. C'était une seule soirée. Nous étions occupés. Tu fais comme si nous l'avions abandonné. Vous l'avez abandonné, ai-je dit. C'était son 80e anniversaire. Il a attendu toute la journée. Seul moi suis venu. Vous étiez à une fête, à rire, à poster des photos. Aucun de vous n'a appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Tante Béatrice a levé les yeux au ciel. Nous allions passer la semaine suivante. Les choses arrivent. La vie est chargée. Chargée, ai-je répété. C'est ce que vous dites toujours. Mais vous n'étiez pas trop occupé pour prendre son argent pendant des années. Papa, tu as emprunté 45 000 € pour cette jeune entreprise qui a échoué et il ne te les a jamais redemandés. Tante Béatrice, il a payé 25 000 € pour réparer ton toit après la tempête. Les factures d'hôpital, les réparations de voitures. Il a tout couvert. Et maintenant, vous ne venez même pas le voir quand il est faible, quand il a besoin d'aide pour ses pilules, pour se déplacer. Vous ne vous montrez que lorsque vous recevez une lettre disant que vous êtes exclu du testament. Théo s'est agité, regardant le sol. Sœur, tu exagères. Papy va bien. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Sophie a coupé, la voix montant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde entier tourne autour de lui. Nous avons des emplois, des vies, des responsabilités. Nous ne pouvons pas tout laisser tomber chaque fois qu'il a un anniversaire ou qu'il se sent seul. Papa a hoché la tête. Exactement. Nous avons nos propres vies. Nous ne pouvons pas être ici tout le temps. Ça ne veut pas dire que nous ne nous en soucions pas. Tante Béatrice a ajouté, quand il était en bonne santé, nous venions plus souvent. Maintenant, il est faible. C'est plus difficile. Mais ça ne change rien. Il ne peut pas nous punir parce que nous vieillissons. Papy a finalement parlé, la voix calme et claire. Je ne punis personne. Je vois juste les choses clairement. Vous avez pris ce que j'ai donné et vous êtes passé à autre chose. Clara est celle qui est restée. Elle est ici chaque semaine. Sans excuse.
Personne n'a répondu tout de suite. La pièce s'est remplie d'un silence lourd. Je les ai regardés un par un. Vous voulez parler de famille? Une famille est présente. Une famille ne cherche pas d'excuses. Une famille ne prend pas et ne prend pas pour ensuite disparaître quand ce n'est pas pratique. Papy vous a donné des deuxièmes chances, des troisièmes chances. Et vous l'avez remercié en manquant son 80e anniversaire pour des boissons et de la musique. Ce n'est pas une famille. C'est de la commodité. Papa s'est frotté le visage. Clara, tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. Nous essayons. Essayez, ai-je dit. Essayez quoi? De vous souvenir de lui seulement quand vous avez besoin de quelque chose ou de faire semblant de vous en soucier quand l'argent n'est plus là. Le visage de Sophie a rougi. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Nous l'aimons. C'est juste que la vie nous a rattrapés. La vie ne vous a pas rattrapé, ai-je dit. Vous avez choisi de la laisser faire. Et maintenant, vous êtes ici parce que vous perdez quelque chose. Pas parce qu'il vous manque. Pas parce que vous êtes désolé. Théo a finalement parlé, la voix basse. Tu en fais toute une histoire, sœur. Papy va bien. On peut arranger ça. Papy a secoué la tête lentement. Il n'y a rien à arranger. J'ai fait mon choix. C'est fait. Personne ne s'est excusé. Personne n'a dit qu'il était désolé pour l'anniversaire. Personne n'a promis de venir plus souvent. Ils sont juste restés là, mal à l'aise, en colère, sur la défensive. Papa a regardé Papy. Tu fais vraiment ça? Nous exclure complètement? Papy a regardé son fils dans les yeux. Je ne vous exclus pas. Vous êtes parti il y a longtemps. Je ne fais que l'officialiser. Sophie a soupiré. Ça va causer des problèmes. Tu le sais. Papy n'a pas bronché. Des problèmes que vous avez créés. Pas moi. Ils sont partis peu de temps après. Pas de câlin, pas d'au revoir, juste des pas sur le porche. Des portières de voiture qui claquent, des moteurs qui démarrent. La maison est redevenue silencieuse. Après ce jour, les conséquences ont commencé à se manifester. Papa a d'abord vendu le chalet. Il l'a mis en vente en ligne en moins d'un mois, avec des photos montrant la vue sur le lac dont il se vantait autrefois. Il a dit à Papy au téléphone que c'était à cause de dépenses imprévues, mais nous savions tous les deux la vérité. Papy avait couvert les impôts fonciers et l'entretien pendant des années, de petits chèques chaque trimestre pour que papa n'ait pas à s'inquiéter. Sans cette aide, le chalet est devenu un fardeau qu'il ne pouvait pas supporter. La vente s'est conclue rapidement. Papa a eu l'argent, mais il n'a plus jamais parlé de rendre visite à Papy. La situation de tante Béatrice était pire. Ses mensualités hypothécaires étaient serrées depuis un moment. Papy avait l'habitude d'envoyer un supplément quand elle était en retard, appelant cela « juste un petit coup de main ». Maintenant, ce filet de sécurité avait disparu. La banque a envoyé des avis, puis un avertissement de saisie. Elle a essayé de négocier, mais sans l'héritage sur lequel elle comptait, elle a perdu la maison. Elle a déménagé dans un petit appartement en centre-ville. Je l'ai appris par un voisin, pas par elle. Elle n'a pas appelé Papy pour expliquer ou s'excuser. Théo a envoyé un seul texto quelques semaines après la confrontation. « Salut sœur, je viendrai voir Papy la fin de semaine prochaine. » Promis. Il n'est pas venu. Ni cette fin de semaine-là, ni la suivante, ni jamais. Ses réseaux sociaux sont restés remplis de fêtes et de nouvelles baskets. La promesse était vide, comme le reste. Chaque matin, j'étais là pour Papy Henri. J'arrivais tôt, je préparais le café comme il l'aimait, noir, sans sucre, et je lui donnais ses pilules avec un verre d'eau. Je préparais des petits déjeuners simples, des flocons d'avoine avec des fruits, des œufs brouillés quand il avait envie de manger plus. Nous parlions de petites choses, les oiseaux à la mangeoire, la façon dont la neige fondait sur le toit, de vieilles histoires de ses jours de travail. Il ne se plaignait pas beaucoup. Il semblait juste reconnaissant. La maison semblait plus chaleureuse avec la routine. Je nettoyais les comptoirs, pliais son linge, l'aidais à marcher jusqu'au porche quand le soleil sortait. Il s'appuyait de plus en plus sur moi chaque semaine, mais ses yeux étaient plus clairs, moins inquiets. Il m'a dit une fois, alors que nous prenions le thé, je ne me sens plus seul.
Ça vaut plus que tout l'argent que j'ai jamais eu. J'ai souri, bien que ma gorge se soit serrée. Tu n'es pas seul, papy. Pas tant que je serai là. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Et c'est suffisant. Sa santé a décliné régulièrement. Les visites chez le médecin ont augmenté. La dose de ses médicaments pour le cœur a été augmentée. Certains jours, il restait au lit plus longtemps. J'ajustais les oreillers, je lisais le journal à voix haute quand ses yeux étaient fatigués, je lui tenais la main pendant les après-midi tranquilles. Il n'a jamais demandé de nouvelles des autres. Il n'a jamais mentionné la fiducie ou les lettres. Il se concentrait simplement sur les jours que nous avions. Quelques mois plus tard, Papy Henri a commencé à décliner de manière plus visible. Sa respiration est devenue plus superficielle. Le médecin a dit qu'il était temps de se préparer. J'ai emménagé dans la chambre d'amis pour pouvoir être là la nuit. Nous laissions les rideaux ouverts pendant la journée pour qu'il puisse voir le jardin. Il dormait plus, parlait moins, mais quand il était éveillé, il me regardait avec les mêmes yeux doux que lors de cet anniversaire. Un matin, il ne s'est pas réveillé. La maison était silencieuse, la lumière du soleil entrant par la fenêtre sur son fauteuil vide. Il est décédé paisiblement à la maison comme il le voulait, tranquillement, entouré de la personne qui est restée. Les jours qui ont suivi le décès de Papy Henri ont été calmes d'une manière que je n'avais pas prévue. La maison ne semblait pas vide. Elle semblait attendre que je décide de la suite. J'ai tout organisé moi-même, un petit service à la chapelle locale, juste quelques voisins qui le connaissaient depuis des décennies. Pas de grande foule, pas de discours, juste des gens qui étaient vraiment venus. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé la lettre glissée dans l'enveloppe avec ses dernières instructions. Elle était écrite à la main sur le même bloc-notes jaune qu'il utilisait pour les listes de courses. Les mots étaient simples, mais ils m'ont profondément touché. Clara, tu ne m'as pas donné d'argent. Tu m'as donné du temps. Ça vaut plus que tout ce que j'ai jamais économisé. La maison, le chalet, le compte, tout est à toi maintenant. Vis, utilise-les. Fais-en les tiens. Ne laisse personne te dire que c'est mal de garder ce que tu as gagné en étant là. Avec amour, Papy Henri, je l'ai lu 2 fois, assise à la table de la cuisine où nous partagions le petit déjeuner. Les larmes sont venues, mais elles n'étaient pas lourdes. C'était une libération. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans ma poche. Elle y est restée pendant des mois. L'héritage est devenu officiellement le mien. La maison en banlieue de Lyon a été transférée à mon nom. Le chalet au bord du lac, petit, en bois avec un porche donnant sur l'eau, était aussi à moi. Le compte d'épargne, d'environ 180 000 €, est resté intact pendant un certain temps. Je ne me suis pas précipité pour le dépenser. Je voulais d'abord le ressentir. J'ai commencé à réparer des choses dans la maison. Les marches du porche que Papy avait l'intention de réparer, mais n'avait jamais eu le temps de le faire. Je les ai poncées, je les ai reteintes. Les plates-bandes du jardin où il plantait des tomates et des herbes. J'ai enlevé les mauvaises herbes, retourné la terre, planté de nouvelles graines au printemps. Je passais mes matinées à arroser, à regarder les premières pousses vertes percer. Le soir, je m'asseyais sur le porche où il avait l'habitude de s'asseoir, un café à la main, écoutant les bruits tranquilles du quartier. Je n'ai pas contacté la famille, pas une seule fois. Papa a envoyé quelques messages après les funérailles, nous devrions en parler. Sophie a essayé d'appeler une fois, la voix tendue, ce n'est pas juste. Tante Béatrice a envoyé un long paragraphe par courriel sur les obligations familiales. Théo n'a pas écrit du tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Leurs mots semblaient lointains, comme le bruit d'une autre vie. J'ai supprimé les conversations, bloqué les numéros. Le silence n'était pas colérique. Il était paisible. La vie s'est installée dans un rythme que j'ai choisi. Je travaillais de la maison la plupart du temps, des contrats de conception en tant qu'indépendante qui me permettaient de rester près de la maison. Je faisais le tour du pâté de maison chaque après-midi, le même chemin que Papy et moi prenions. Les voisins me saluaient, me demandaient comment j'allais. Je leur disais la vérité. J'allais bien. Mieux que bien. Un matin d'hiver, la neige est tombée légèrement à nouveau, le genre qui saupoudre tout sans coller. Je me suis emmitouflé, j'ai pris l'arrosoir, plus par habitude que par nécessité, et je suis sorti dans le jardin. Les plates-bandes étaient couvertes de blanc,
mais je les balayais doucement, vérifiant si du verre tenait encore en dessous. J'ai versé de l'eau autour des racines du rosier que papy avait planté il y a des années. Il avait survécu au froid, têtu et silencieux. Alors que je me tenais là, regardant les flocons descendre, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La famille, ce n'est pas une question de sang, d'argent ou d'obligation. C'est une question de présence. Être là quand c'est difficile, quand ce n'est pas pratique, quand personne d'autre ne l'est. Papy n'avait pas besoin de grands gestes ou de cadeaux coûteux. Il avait besoin de quelqu'un qui reste. Je lui ai donné ça, et il m'a tout donné en retour. J'ai aussi appris autre chose. Ne laissez pas la commodité mettre les gens de côté. N'échangez pas le temps passé avec ceux qui comptent pour des fêtes, des emplois, ou des excuses. Les gens vieillissent, s'affaiblissent, ont besoin d'aide, et si vous n'êtes pas là quand c'est le cas, vous perdez la chance de faire partie de quelque chose de réel. Vous les perdez, et vous perdez un morceau de vous-même. J'ai fini d'arroser le rosier et j'ai levé les yeux au ciel. La neige continuait de tomber, douce et régulière. Le jardin était silencieux. La maison derrière moi était la mienne. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement en paix. Si vous écoutez cette histoire, prenez un moment. Pensez à qui a été là pour vous quand personne d'autre ne l'était. Pensez à pour qui vous avez été là. Et s'il y a quelqu'un qui attend que vous vous manifestiez, n'attendez pas. Allez-y. Parce que le temps est la seule chose qui compte vraiment. Et une fois qu'il est parti, aucune somme d'argent ou d'excuses ne peut le ramener. C'est la leçon